rappelle du coup Sarah Fernandez et Charles-Antoine à me rejoindre. Je rappelle que vous êtes tous les deux géographes. Et l'idée, c'est avec vous de commencer à tirer quelques conclusions et perspectives, mais finalement en s'interrogeant aussi sur la place qu'ont occupé les PTGE dans les dispositifs de gestion de l'eau au sens large. Et au regard aussi de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, j'imagine que vous avez des choses nouvelles et des réflexions à nous partager. Quel regard vous portez à la fois sur l'histoire de ces dispositifs et sur ces perspectives après un petit coup d'eau? Oui, merci. Tiens, t'as ce qu'il te faut. C'est là, ouais. Ben, merci beaucoup. Alors il faut se mettre devant le micro, sinon ça sert à rien. Okay. Voilà, il faut parler devant les... Voilà, exactement. C'est parfait. Ça va? Bon ben, merci beaucoup. On va essayer de... Parce que la journée était un peu... C'est un peu une journée marathon, mais on tient. Marathon. Donc là, on est donc avec Charles, on vous propose une présentation à deux voix. Et je vais démarrer un peu sur... voilà, comme ça a été dit, hein, la question des héritages plutôt, et Charles, qui est le plus jeune, c'est le futur. Donc, peut-être pour revenir, hein, je pense que ça a été quand même assez bien illustré tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler l'action publique ou la gestion publique territorialisée contemporaine de l'eau, on a une place assez importante des chiffres, même si, comme ça a été dit ce matin, parfois on cherche à s'en défaire. Et je pense que, quand même, il y a une prolifération de quantification en tout genre. On le voit, que ce soit pour faire des diagnostics, des évaluations des problèmes et des solutions, produire des indicateurs. Et en fait, la particularité de ces chiffres, c'est que c'est des réponses à un enjeu d'objectivation, d'une certaine représentation du réel, et on s'appuie voilà, sur Explore 2, etc. Et c'est aussi des ressources politiques, en fait, symboliques. Si ça peut être des formes de rationalisation de l'action. Et en fait, ça a une forte capacité mobilisatrice dans certaines situations, que ce soit d'ailleurs pour légitimer quelque chose, mais aussi pour le contester. Et je pense que pour ceux qui se retrouvent aux prises avec des situations de gestion concrète, en particulier en matière quantitative, que ce soit sur des débits d'objectifs d'étiage ou des volumes prélevables, on le sent bien. Et aussi qu'on a affaire à une expertise distribuée, et je pense que ça a bien été dit aussi, en fait, avec l'expérience des animateurs, entre services de l'État, établissements publics, bureaux d'études et collectivités, et que ça pose quand même toute une tas de questions sur la manière, en fait, dont se passent les commandes et qu'est-ce qui, au fond, est demandé à ces différentes formes d'expertise qu'il s'agit ensuite d'assembler. Alors, au fond, elle fait quoi, l'action publique, quand elle quantifie, quand elle évalue, quand elle commensure? Alors ça, il y a toute une littérature qui vous dirait, mais en fait, ça, c'est plutôt le signe, en fait, de situations, justement, de gouvernance. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de gouvernement ou d'un seul acteur. Donc, en fait, de situations où le pouvoir, il paraît quand même assez distribué, finalement. Et donc, du coup, où il y a toujours la promesse, en fait, qu'autour de cette objectivation, c'est aussi un moyen de produire un certain consensus et, quelque part, aussi de rendre plus prévisible l'action des autres, alors qu'on n'a pas de prise directement sur lui ou elle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'action publique, elle ne gouverne que par les chiffres. Hein. Il y a aussi, et ça c'est quand même, je pense, important à voir quand on réfléchit à ces instances de gouvernance particulières que sont les PTGE ou les SAGE, c'est qu'il y a des choses qui se passent aussi à d'autres niveaux et qui font intervenir d'autres modalités d'exercice du pouvoir. Alors on a, par exemple, si on regarde l'État, il a une facette qui est un État réglementaire, qui fonctionne quand même plutôt sur la construction de compromis, hein, même s'il y a une police de l'eau qui est quand même, quand même vraiment sur une logique de compromis. Et puis il y a aussi un État judiciaire, en fait, qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se règlent aussi au niveau des tribunaux, même si là aussi, en fait, en France, par exemple, on a affaire à des parquets peu spécialisés sur les questions d'atteinte à l'environnement, ce qui n'est pas le choix qu'ont fait tous les pays du monde. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle cherche à organiser, ça on l'a bien vu, toujours d'essayer de rassembler. Et donc, ce faisant, en fait, elle va toujours négocier ou chercher à instituer ou à mettre hors champ
des temporalités. Et on le voit quand on réfléchit à la manière dont se travaille la question de l'état de référence, la question de l'hydrologie naturelle reconstituée, de l'intégration du changement climatique ou même de la variabilité interne du climat. On peut le voir aussi quand on regarde en fait la manière, par exemple, dont les débits d'objectifs d'étiage en Adour-Garonne, en fait, dans les années 2000, se retrouvent. Alors, au départ, c'est plutôt des instruments de la planification qui se retrouvent après à essayer d'articuler gestion de crise et planification. Et elle va négocier, elle va négocier aussi ou instituer ou mettre hors champ des spatialités. Par exemple, quand on va choisir que le point nodal, il est là et pas ailleurs. C'est par exemple ce qu'on avait enquêté dans le cas, par exemple, de l'Aveyron et du Tarn. Ça va être aussi quand on va choisir ce qui est modélisé et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on calcule le DO en tenant compte, par exemple, des rejets de l'usine de cellulose du Redjans, là, qui est un petit affluent de la Midouze, et tout à l'heure on parlait du Midour. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a tout un tas de travail de convention et du coup d'effet, un peu de cadrage de ce qu'on décide de gérer et de ce qu'on met hors champ. Mais par exemple aussi, on en a parlé beaucoup ce matin, les affaires d'eau bleue, d'eau verte, et en gros ce qui fait suer les plantes, on pourrait dire, je ne sais pas si au sens propre et au sens figuré, mais voilà, l'évapotranspiration, donc qu'elle soit potentielle, réelle, etc. En fait, derrière ces questions de quantification, c'est de savoir si au fond, on maintient plutôt des logiques de gestion de l'eau fluxiale ou davantage territoriales qui prennent en compte en fait aussi cette eau verte. Et en fait, cette action publique, elle va toujours construire de manière ambivalente et négocier des instruments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'ambiguïté, elle peut s'avérer productive et au contraire amener à des impasses. Et dans ce travail, il y a toujours, on le voyait, je trouve aussi très bien tout au long de la journée, des logiques d'homogénéisation, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que la légitimité d'un État, alors là c'est Scott, voilà, qui gère à distance, c'est quand même sur une forme d'homogénéisation des choses. Et c'est ça, en fait, la promesse, par exemple, de l'hydrologie naturelle reconstituée en Adour-Garonne dans les années 90 pour essayer d'instituer des débits d'objectifs d'étiage. Mais, ou par exemple, les grandes catégories de prélèvement d'eau. Mais aussi, on voit bien, en fait, qu'il y a tout un travail de valorisation de l'hétérogénéité et des hétérogénéités, que ça peut être une ressource politique aussi, en fait. Par exemple, je sais pas, on avait enquêté dans le Grand Est et en fait, il y avait toute une réflexion des services de l'État au moment de la définition des arrêtés sécheresse sur la capacité, par exemple, à différencier les restrictions en fonction du devenir en fait de la production agricole. Est-ce que c'était à vocation énergétique? Alors après, ça pose évidemment tout un tas de problèmes pour concrètement le faire. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Ou par exemple, si on revient, alors là je reviens dans le sud-ouest, voilà, l'étude globale d'environnement sur Charlas, ça a été aussi un moment de négociation de la territorialisation de la réforme Marc Chary de la PAC, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses quand même qui se jouent. Alors il faut que je me dépêche. Donc, petit peu. Voilà l'histoire. Donc, si on redémarre, alors c'est assez rigolo parce que ici on voit que l'affiliation, c'est les PGRE. C'est ça, hein, parce que je ne sais jamais où est le R. Donc, les PGRE. Mais en fait, là, on s'appuie sur le travail d'un stagiaire qui a travaillé à l'UMR-Sage avec Charles et un autre collègue qui est politiste à Strasbourg et qui a fait un peu une analyse un peu rétrospective de ces instruments et donc qui fait démarrer l'histoire plutôt dans les années 80, en particulier en Adour-Garonne, où là, en fait, c'est le moment en fait, où quelque part commence à s'instituer avec l'agence de l'eau et le comité de bassin l'idée de que quand même il y a une limite en fait à ces ressources. Mais c'est aussi, évidemment, ce qui va se jouer, c'est aussi le moyen de relégitimer en fait des ouvrages de stockage qui ne sont plus soutenus par des politiques sectorielles aussi fortes. Et il y a cette question, c'est là l'avènement en fait du soutien des étiages. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans les années 2000, en fait, d'un problème, parce que les ZRE, on en parlait tout à l'heure, là, de 94, elles sont quand même quasiment toutes dans le sud-ouest de la France dans les années 90. Et dans les années 2000, en fait, c'est là où, quelque part, l'État, en fait, réglementaire, et donc en particulier avec la loi sur l'eau de 2006, en fait un problème, quelque part, plus national, mais où ça reste encore, voilà, il y a des zones où il y a des ZRE et d'autres où il n'y en a pas, mais on voit qu'elles s'élargissent.
Et quelque part, on peut voir ça comme une manière en fait d'essayer de borner plus résolument les accès à l'eau, mais tout en déléguant aussi le travail de régulation à la profession agricole avec les OUGC. Et donc, il pose tout un tas de questions. Et alors, juste, je me dépêche. Sur toute la période, ce qui est quand même important et qui n'est pas apparu là, c'est que quand même, en fait, ces instruments, ils apparaissent suite à des conflits qui sont très ramifiés. Et en fait, c'est ça, en fait, on passe au PTGE après le conflit de Sivens. Ce qui est un des éléments qui explique en fait ces plans de gestion des étiages et la manière dont ça a été traité à partir de 1996, c'est aussi la conflictualité autour du barrage de Charlas. Et je pense que c'est important pour pouvoir après penser le futur de ces instruments et peut-être éviter une forme d'amnésie organisationnelle et de ce qui marche ou ce qui ne marche pas et des raisons. Alors, ce que je voudrais juste dire, c'est que sur toute la période, quand on regarde sur les 30 dernières années, on a des tensions qui s'expriment dans des crises biophysiques, alors voilà, des extrêmes hydroclimatiques, et aujourd'hui toute la question en fait finalement de l'instationnarité en fait et de ce cycle de l'eau qui s'accélère, mais aussi leur interprétation. C'est-à-dire qu'on n'a pas interprété du tout de la même manière la sécheresse de 76, et d'ailleurs ça ne s'est pas traduit par le même type d'instrument. En 76, on imagine un impôt exceptionnel. Et c'est très différent des réponses qui ont pu être apportées aux sécheresses de la fin des années 80, par exemple dans le sud-ouest de la France, ou encore les plus récentes, un peu partout en France, où là on a vu ces cartes de toute la France rouge. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même lié à des formes de conflictualité avec lesquelles il faut faire avec, évidemment, chercher à dépasser, mais tout en reconnaissant en fait les dissensus et le caractère ramifié en fait de ces conflits, parce que les affaires d'eau, elles ne sont pas faites que d'eau, et en fait aussi, c'est des conflits en fait autour de ceux qui se considèrent comme étant les perdants de politiques publiques, etc., etc. Donc, c'est une remise en question des ordres sociaux. Et juste pour finir, quand même, sur cette affaire de les promesses et les instruments, c'est un peu de vous dire que, d'ailleurs, j'ai perdu un peu le fil, mais je me rassemble. C'est que, en fait, si on regarde tous ces instruments depuis une trentaine d'années, on voit qu'on a toujours une espèce d'espoir. En fait, je préfère espoir plus que promesse, parce que ce n'est pas des promesses technoscientifiques au sens où il y aurait des marchés très clairement derrière, mais un espoir d'un accord rapide, même s'il est instable, parce qu'on isolerait la question quantitative, et du coup avec des instruments plutôt contractuels, qui sont peu formalisés, donc la promesse que ça va aller vite, mais en fait aussi, du coup, qui sont peu engageants, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, du coup, à un moment donné, ça peut repartir ailleurs, etc. Et donc, voilà, on peut dire, ça, c'est une manière de dire, ah ben ouais, mais ce qui est important, c'est d'obtenir un accord rapide pour après instruire des circuits financiers, ou, je sais pas, contenir les oppositions, etc. Et après, il y a toujours en parallèle, et ça revient régulièrement, les espoirs d'une institutionnalisation qui soit élargie et plus forte. Et c'est là que reviennent les sages. Parce que typiquement, je sais pas, les commissions locales de l'eau, par exemple, elles ont un pouvoir réglementaire. C'est-à-dire qu'au-delà de la planification locale, il y a aussi une capacité à faire des règles. Mais où évidemment, là aussi, il y a le risque que ça se dilue, que ce soit plus long, etc. Et voilà, j'arrête. C'est pas grave. Donc on a déjà une rétrospective, on va dire, des PTGE et donc une recontextualisation de ces outils-là et avec quelques espoirs là aussi ou quelques perspectives que ça ouvre à l'avenir. Il me reste combien de temps? 5 grosses minutes. 5 minutes? Ouais, très bien. Ok, ça marche. Moi, je vous proposais, oui, une intervention qui n'est pas forcément centrée sur les futurs des PTGE parce qu'il reste à inventer. Et pour moi, c'est pas vraiment ce qui est au cœur des recherches et d'un point de vue même normatif. Ça n'aurait pas vraiment de sens de vous proposer ce que pourrait être l'avenir de ces PTGE. Par contre, voilà, je vous propose de revenir sur les enseignements sur les enseignements de cette journée et sur peut-être ce qu'elle nous dit de la place de ce qu'on appelle les savoirs d'action publique, c'est-à-dire toute la production de savoir qui accompagne la définition des politiques publiques, notamment pour l'action publique environnementale. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que dans la gestion quantitative, il y a eu deux grands basculements, on va dire, ces dernières années, avec deux ruptures qui ont été notamment équipées par des efforts de la recherche et de l'action publique. Donc on peut citer notamment la prise en compte des milieux via notamment donc les méthodes micro-habitat développées par l'INRAE, notamment à Riverly, parmi d'autres institutions, mais qui ont beaucoup, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse notamment, contribué à façonner donc la notion de débit minimum biologique qui ensuite a permis d'intégrer dans les études volume prévalables la question des milieux. Donc on voit bien que là, on a à la fois des démarches qui, d'un côté, produisent des savoirs, produisent des représentations du monde et se retrouvent incorporées dans l'action publique.
On en a parlé également, je pense, avec Éric Sauquet, avec la prospective. Comment est-ce qu'on intègre le changement climatique? Comment est-ce que la recherche permet de produire des ordres de grandeur, permet d'avoir en quelque sorte de changer un peu la représentation de ces phénomènes, et comment est-ce qu'elle nous permet ensuite d'équiper l'action publique via, on l'a dit, un caractère plus humain, on va dire au-delà des modèles. Comment est-ce qu'on fait participer des personnes donc, à typiquement imaginer des futures alternatives, à révéler des effets de cadrage qui influencent donc l'eau, mais bien sûr bien au-delà. L'idée ensuite aujourd'hui, je pense, dans cette journée, ce qu'on a vu, je pense, c'est travailler donc la recherche à différents niveaux. Donc j'ai cité les travaux sur la prospective. Aujourd'hui, les travaux donc assez pionniers sur les questions d'évolution des pratiques agricoles, de savoir comment est-ce qu'on passe en fait de la preuve de concept qui elle-même on voit est fragile, que ce soit à la parcelle, voire même au niveau du système d'exploitation, voire au niveau du bassin versant, à des systèmes de production qui elles impliquent des logiques de filière et de marché. Je pense que cette journée a permis au moins de balayer du coup ces différents enjeux et ces différentes échelles quelque part à mettre en cohérence. Et donc, je voudrais peut-être insister sur le rôle des retours d'expérience, donc notamment pour construire les politiques de gestion quantitative de l'eau, parce qu'on l'a dit, ce dispositif des projets de territoire pour la gestion de l'eau, il a évolué. Sarah nous a montré une frise qui remonte déjà à plus de 30 ans. Aujourd'hui, les PTGE en ont 10. Ils sont donc eux-mêmes issus donc, des plans de gestion de la ressource en eau. Et l'idée, c'est qu'ils ont évolué. Donc, on a cité la crise de Sivins qui a donné lieu à la première circulaire en 2015. Il y a une instruction en 2019 qui a été également beaucoup citée pour rappeler le rôle notamment des solutions fondées sur la nature, de la prospective et de l'analyse socio-économique. On a eu un guide ensuite en 2023 qui font suite à des rapports, donc, notamment des inspecteurs de l'administration, qui ont façonné un petit peu ce dispositif via des retours d'expérience territoriaux. Maintenant, peut-être la logique là qu'on vous propose par rapport à cette logique très finalement voilà, très administrative aussi, de mobiliser des corps d'inspection, c'est aussi de partir, pour le coup, directement des animateurs, de leur travail, et de ce qu'on appelle, du coup, plutôt en sciences sociales, une communauté de pratique, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas forcément formés dans les livres à régler différents types de situations. On l'a dit tout à l'heure, notamment sur, par exemple, la gestion des émotions, la gestion de l'intimité, des rapports. Les méthodes d'animation. Les méthodes d'animation. Tout ça, c'est, je pense, des éléments sur lesquels il faut travailler pour faire évoluer les PTGE. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que cette journée et la création du centre de ressources va dans ce sens. Et voilà, donc ces retours d'expérience, on les retrouve dans des politiques. Typiquement, on a cité le risque inondation tout à l'heure. Au niveau de l'État, c'est beaucoup plus structuré à ce niveau-là. Donc, quelque part, il y a un petit peu, au niveau de la gestion quantitative, à travailler ces questions. Et je pense qu'une journée comme celle-ci est un bon lieu pour le faire. Maintenant, je voulais peut-être centrer la fin de l'intervention, on va dire, sur la question finalement de ce que nous disent les PTGE, de l'accès à l'eau, et comment est-ce qu'on fait évoluer un dispositif qui, au départ, donc, est formulé en 2015 pour conditionner le financement d'ouvrages de stockage par les agences de l'eau, à finalement un instrument qui permet de faire vivre des solidarités territoriales en matière d'eau. Donc, je m'appuie notamment sur un éditorial donc, de 2 pages qui a été écrit donc, par Olivier Barreto et Gabriel Boulot. C'est dans la revue Nature, Sciences et Société, et qui résume aussi les travaux notamment de l'INRAE et d'autres instituts sur, finalement, quand on parle d'eau et quand on parle de gestion, il y a toujours des gagnants et des perdants. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et comment est-ce que ça peut nous amener à repenser notamment ces PTGE? Donc là, je voulais insister sur 4 dimensions qui me semblent assez cruciales à prendre en compte dans ces enjeux. Et dans ces dispositifs, c'est voilà, évidemment les solidarités amont-aval, les logiques de multi-usagers. On est passé d'instruments typiquement qui mettaient en avant des logiques purement agricoles à des instruments qui cherchent avec cette notion donc, de territoire à impliquer tous les usagers de l'eau. Donc la question de savoir finalement l'accès à l'eau il est partagé entre des irrigants et des non-irrigants. Aujourd'hui, voilà, dans les instances, notamment les projets de territoire pour la gestion de l'eau, il y a une forte représentation des irrigants, ce qui est logique puisque on parle de financer des projets de stockage notamment, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas accès à l'irrigation? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir un tissu agricole résilient? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser dans l'ensemble des démarches de PTGE. Et ensuite, quand il y a des questions d'ouvrage, finalement, qu'est-ce qu'on raccorde, qu'est-ce qu'on ne raccorde pas, et qu'est-ce qu'on fait des personnes qui, elles, ne sont pas sécurisées vis-à-vis de l'accès à l'eau? Ça me semble être des questions essentielles. Je finirai très rapidement avec le cas du projet territoire du Grand Ride alsacien, qui est un projet un petit peu atypique et qui met la préservation d'une zone humide alluviale un petit peu au cœur de son objet. Ce n'est pas un projet qui est
qui est né, on va dire, d'une volonté plutôt de stockage, mais plutôt un peu d'alerte sur la préservation donc, de cours d'eau phréatiques au milieu des nappes les plus abondantes d'Europe. Donc a priori un territoire qui ne serait pas forcément touché par des questions de gestion quantitative, mais on le voit bien avec le changement climatique et avec les sécheresses récurrentes et l'intensification aussi des usages de l'eau. Voilà, on a des dispositifs qui s'étendent et qui seront amenés, je pense, à prendre de plus en plus de place à l'avenir. Donc un immense merci pour toutes les contributions et pour nous avoir permis d'évoquer nos recherches au cours de cette journée. Merci encore. Et surtout, merci à vous. Merci à vous parce que vous nous permettez aussi de re-questionner la place de la science et des sciences humaines et sociales, agronomiques et hydrologiques dans ces PTGE, de re-questionner aussi le fait que quand on parle aménagement du territoire, on parle aussi social, économique, environnemental, et qu'il y a une articulation aussi de ces politiques publiques à penser en même temps pour arriver à prendre en charge non seulement cette question de l'eau, mais des conséquences de cette gestion de l'eau sur les humains que nous sommes dans ces territoires. Merci beaucoup à tous les deux.